Donc, nous avons ici présent donc, Daniel Gasser, architecte à CAE+, Suzanne Broly, qui est adjointe au maire de Strasbourg en charge de la ville résiliente, Emmanuel Young, avocat spécialiste en droit de la copropriété, Didier Mignery, dirigeant de l'entreprise UpFactor, et moi-même. Je vais prendre place, pas de raison. En préambule, donc, je dirais qu'on estime que Strasbourg a besoin que l'on réalise environ 3000 logements par an pour satisfaire les besoins en logements privés et sociaux. Mais le foncier disponible devient rare. Il y a bien sûr quelques friches industrielles à démolir, mais ça suffit de loin pas à couvrir la demande. De plus, la loi ZAN va réduire encore davantage, tout d'abord, l'artificialisation des sols et ensuite donner un vrai coup d'arrêt. De manière très pragmatique, il faut bien sûr, en parallèle, conserver les terres à cultiver nécessaires à notre alimentation, conserver des îlots de fraîcheur pour faire face aux futures canicules et contenir l'étalement urbain pour limiter le trafic automobile. Bref, tout pousse à la densification de la ville. En parallèle de cela, on a bon nombre d'immeubles anciens qui doivent faire l'objet de travaux d'amélioration de leur performance énergétique pour sortir des fameuses étiquettes E, F et G. Bien sûr, il existe des aides financières, mais bien souvent, le reste à charge reste trop important pour les copropriétaires. Et on cherche des solutions, bien sûr, de financement. Il y a bien entendu les prêts collectifs qui existent, mais on n'arrive pas toujours à les mettre en place. Et la vente des droits de construction en surélévation peut permettre d'obtenir des fonds pour financer tout ou partie de ces travaux. Donc si cette solution innovante existe, comment la mettre en œuvre? Quelles sont les opportunités à Strasbourg et quels en sont les obstacles? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce préambule? Bon. Ah bah, c'est le but c'est d'échanger. Si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un peu la quadrature du cercle à résoudre, une équation impossible où il faut réussir à faire du logement abordable, à faire du zéro artificialisation nette, à faire une densification désirée, douce, souhaitée par tout le monde et tout ça avec une explosion des prix des matériaux, une explosion des prix du foncier, des prêts qui ne sont plus obtenus par les futurs acheteurs. Bref, une crise qui est compliquée à vivre et vous êtes très bien placé pour le savoir, et moi aussi, puisque je suis vice-présidente en charge de l'habitat à l'échelle de l'Eurométropole, et mon objectif, c'est bien d'avoir un toit pour toutes et tous et d'avoir personne à la rue. Sauf que finalement, la paupérisation augmente et le nombre d'habitants en recherche de logement augmente, et surtout ceux qui sont dans des logements aujourd'hui, ils ne peuvent plus les quitter. Sauf que tout simplement, les habitudes changent et les couples se séparent et on a besoin de plus en plus de logements. On a 65 000 étudiants sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc il nous faut des logements. Donc comment trouver des logements quand on n'a plus de foncier ou très peu de foncier ou un foncier qui est hors de prix? Donc là, on cherche des astuces et donc forcément, on pense en premier lieu à optimiser au maximum finalement le parc existant. Par optimiser, c'est on lutte contre le logement vacant. On lutte contre les détournements des logements avec notamment les meublés touristiques ou les résidences secondaires parce qu'en zone tendue, la priorité, c'est d'avoir des logements de longue durée. Et après, on fait place à l'ingéniosité et on a fait appel à UpFactor qui a fait tout un travail à l'échelle de l'Eurométropole pour repérer tout ce qu'on pouvait surélever. Et l'avantage de la surélévation, c'est non seulement on ne consomme pas de terres agricoles, ni de terrains naturels, ni de petits jardins, mais en plus, on réduit son bilan carbone, puisque la surélévation, la plupart du temps, c'est forcément en bois. Et par ailleurs, ça peut permettre aussi d'un coup de mettre un ascenseur là où il n'y en avait pas, et du coup de garder des personnes à domicile et de leur éviter d'avoir à déménager parce qu'elles sont à mobilité réduite avec l'âge.
Et ça permet de maintenir des liens, d'avoir tous les services de proximité et donc de pas finalement faire de l'étalement urbain. Mais Didier vous l'expliquera mieux que moi. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions à trouver, ça prend plus de temps, c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite un travail main dans la main avec l'ensemble des acteurs, avec les bailleurs sociaux comme avec les promoteurs. Il n'y a pas de grand méchant, il nous faut trouver des solutions. Et nous, ce qui nous importe, collectivité, c'est d'avoir des logements et des logements qualitatifs. Alors, moi, je voudrais rebondir pour vous dire qu'il y a effectivement besoin de partenariat avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux et avec, en particulier, vous, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété. Parce que ce projet de développement de la surélévation comme étant un levier de financement de la rénovation, pas d'ailleurs uniquement énergétique, de la rénovation tout court, il ne se fera jamais sans les syndics de copropriété. On avait déjà organisé un petit questionnaire lors d'une réunion à l'automne avec un public de syndics de copropriété. J'aimerais bien reposer cette question pour tous ceux qui sont syndics, qui a déjà mené dans une copropriété strasbourgeoise un projet de surélévation jusqu'à son terme. Voilà. Alors, c'est effectivement un constat qui est assez éloquent. Les leviers juridiques pour surélever, ils existent depuis pourtant une dizaine d'années. La surélévation, ça fait peur. C'est un sujet qui apparaît comme étant très technique, voire même un petit peu inquiétant, anxiogène. L'idée, c'est de changer son approche. Je voudrais rebondir sur des observations qui ont été formulées dans la première table ronde sur la nécessité de se réinventer dans son métier. C'est obligatoire en temps de crise. Alors, l'une des possibilités, alors effectivement, c'est une possibilité parmi d'autres, c'est d'essayer de trouver une différence. Alors, le syndic ou le gestionnaire de copropriété ou le cabinet de syndic de copropriété qui réussira à mener à bien une première opération de surélévation jusqu'à son terme se démarquera. Et nécessairement, sur ce marché, aura une visibilité, une expérience sur laquelle il pourra capitaliser. Alors les leviers juridiques, puisqu'on m'a demandé d'intervenir pour vous les exposer, mais vraiment en surface, en réalité, ils existent depuis la loi Allure, donc ça fait quand même déjà une petite dizaine d'années. La loi Allure, elle est très utile, puisque avant, on ne pouvait pas surélever sans l'unanimité des copropriétaires. Aujourd'hui, vous pouvez le faire à une majorité renforcée. Vous savez, pour les gestionnaires qui connaissent bien ces mécanismes, qu'on peut même le faire avec le bénéfice de la passerelle, donc la majorité simple, et surtout si l'on est, comme c'est le cas pour Strasbourg, l'Eurométropole, avec des immeubles sur un périmètre de DPU. Bon. Donc au niveau majorité, il n'y a pas d'obstacle a priori à proposer ces projets aux copropriétaires. Ensuite, il y avait, avant la loi Allure, un droit de veto du propriétaire du dernier étage, puisque le problème venait toujours avant 2014 des propriétaires du dernier étage. Ce droit de veto n'existe plus. Au contraire, on a créé un droit de préférence pour le propriétaire du dernier étage en cas de revente des lots privatifs à créer. Donc vous voyez bien que le paradigme dans la loi de 65 a complètement changé pour faciliter cette opération. Alors moi je vous parle de l'expérience que j'ai en tant que juriste de ces dossiers de surélévation. Jusqu'à présent, c'était surtout des propriétaires qui voulaient créer de la surface supplémentaire, plutôt dans les Hauts-de-Seine. On a eu aussi pas mal de dossiers dans des stations de ski dans les Alpes, Val d'Isère en particulier, un peu moins en province. Et à Strasbourg, moi je commence à avoir quelques consultations ou sollicitations pour des réflexions sur ce que l'on peut faire des toitures terrasses. Et ça, c'est à mon avis le bon levier pour changer votre méthode et surtout changer la présentation de ce que c'est qu'une surélévation. Avant de commencer à parler chantier, gros travaux, dépenses, assemblée générale et risques de contentieux, commencez déjà peut-être par essayer de vérifier si votre immeuble est éligible techniquement à une surélévation. Il y a des premières vérifications qui peuvent être faites, fondation, capacité de portance de la structure de votre bâtiment. Déjà, là, vous saurez si vous êtes en train de gérer un immeuble qui potentiellement pourrait le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ensuite, c'est calculer la valeur de ce droit de surélévation. Si vous abordez des copropriétaires ou un conseil syndical en leur expliquant tout simplement
que vous pensez qu'ils ne sont pas conscients qu'il existe une valeur qui leur appartient sur le toit-terrasse de leur immeuble, je pense que ce sera plus encourageant que si on aborde le sujet en parlant chantier, travaux, financement, etc., etc. Alors, 2 possibilités, rapidement, pour surélever. Alors, la première, c'est la copropriété qui surélève, c'est-à-dire qu'elle décide elle-même d'assurer la maîtrise d'ouvrage de son chantier à condition de créer des lots privatifs. Ça, c'est à usage privatif. C'est la première possibilité, naturellement. Pour cela, il faut avoir la trésorerie et le financement pour porter ce projet. La deuxième, et qui est de plus en plus en vogue, c'est la cession par la copropriété de son droit de surélever, qui peut se faire à une majorité renforcée, qui peut même se faire en appliquant la passerelle à une majorité absolue. Donc vous voyez qu'il existe des leviers pour céder ce droit de surélever. Alors à qui? Monsieur Mignery nous donnera quelques idées, essentiellement à des promoteurs qui vont donc le racheter pour assurer une opération de promotion en surélévation. Alors la question qui se pose naturellement, existe-t-il un marché? Ça, c'est, je pense, l'une des questions. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un marché de la surélévation? Manifestement, on commence à avoir un certain nombre d'opérateurs qui s'y intéressent. Donc ça mérite incontestablement d'être développé. Pour cela, on parlait du juridique tout à l'heure, ça nécessite que vous, gestionnaires, vous soyez absolument impeccable sur la connaissance de ces mécanismes. Ils ne sont pas compliqués du tout, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir les maîtriser pour pouvoir mieux les valoriser. Voilà, donc vous avez grosso modo 2 options possibles, la copro qui porte elle-même le projet ou la cession du droit de surélévation. Je terminerai simplement sur cette partie en vous disant que lors de la première réunion que nous avions organisée à l'automne, il y avait un public à la fois de gestionnaires de copropriété, mais également d'agents immobiliers. Et ce qui était assez intéressant, c'est que plusieurs d'entre eux, alors d'ailleurs pas uniquement des syndics, mais également des gestionnaires en monopropriété, m'avaient ensuite interpellé pour me dire, par exemple, est-ce que nous pourrions, en application de la loi Hoguet, revendiquer un droit à commission en cas de cession d'un droit de surélévation d'une monopropriété? Bon, la réponse, elle est positive. Vous voyez que quand on veut, on peut aussi se démarquer. Donc c'est une possibilité intéressante d'occuper un nouveau marché pour les agents. C'est aussi une possibilité intéressante pour les syndics de copropriété. Voilà. Merci Maître pour ces précisions. J'aimerais à présent entendre... Ah mais je vous en prie. Si vous me permettez, j'ose, étant la seule femme dans la table ronde, je me permets tout. Au-delà de la question du marché, c'est d'abord des logements. Il y a beaucoup de monde dans un secteur tendu comme à Strasbourg qui cherche des logements. Donc vous avez en fait ce besoin qui existe déjà. Donc c'est même pas créer un marché, vous avez cette demande, elle existe, donc il est nécessaire aujourd'hui de la satisfaire et il faut trouver comment la satisfaire. Et après, il y a un autre risque qui pend au nez de tous les propriétaires bailleurs, c'est la vacance énergétique. Tout simplement, si leur bien n'est pas rénové sur le plan énergétique, ils ne vont pas pouvoir continuer à le louer. Donc, il va bien falloir qu'ils trouvent une solution. Et donc là, c'est comment ils vont pouvoir financer aussi leurs travaux de rénovation. Et donc là, les aider avec ces pistes aussi de surélévation pour engager ces travaux. Et je laisse la parole. Parfait, merci pour ces précisions. Je souhaiterais entendre maintenant le point de vue de l'architecte concernant la surélévation. Est-ce qu'il y a eu déjà des cas concrets à Strasbourg? Est-ce que vous avez des exemples à nous montrer? Alors effectivement, avec moi vous aurez la chance, vous verrez des belles photos et des images. Alors le slide, il a été fait pas tout à fait dans ce sens-là. J'ai commencé au niveau international, national, et puis après, effectivement, on viendra sur Strasbourg, parce que je trouve intéressant aussi de rêver un petit peu, de voir ce qui se fait par ailleurs. Alors, on va venir sur Strasbourg après, secteur qu'on connaît plus tous ensemble. Voilà, on a sélectionné quelques projets. Il y en a quand même pléthore, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes européennes. Voilà, juste pour montrer aussi un peu l'avantage que ça peut apporter, en plus effectivement de créer du logement, de valoriser et d'éviter l'étalement urbain, c'est aussi de valoriser un bien, valoriser un immeuble aussi sur le point de vue architectural et de l'image qu'il véhicule dans une ville. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'appréhender une intervention architecturale sur un
immeuble existant de toutes les époques, hein, donc c'est un vrai terrain de jeu pour nous les architectes, c'est pouvoir travailler sur ces objets-là. Ben, on peut être dans la continuité, dans le mimétisme, on dit voilà, on s'inscrit dans ce qui était fait avant, dans les trames, dans les couleurs. Voilà, on peut passer la page suivante, on va quand même défiler assez rapidement. Voilà, donc on a des projets de type haussmannien, on voit aussi le travail sur la mansarde, sur le projet de droite, assez étonnamment, le dernier étage en blanc et la toiture sont neuves. Donc le toit précédent était un étage en dessous. L'image de gauche, effectivement, on est dans un esprit plutôt faubourg et on est dans le pastiche de l'existant. On peut continuer. Alors, quand on quitte un peu la France, on peut aller dans d'autres pays comme à Vienne pour l'image de droite et en Allemagne, je ne sais plus où, je crois Berlin à gauche. Voilà, le toit peut devenir un support d'une expression assez folle. Alors, forcément, vous allez dire oui, mais c'est pas du logement très classique. Effectivement, à droite, on est plutôt dans des choses assez haut de gamme. Mais bon, voilà, ça donne des idées. Là, on revient sur des choses un peu plus faciles à créer chez nous. Voilà, après, beaucoup d'images font rêver, mais c'était un peu volontaire d'un peu provoquer, de dire voilà, il y a des possibilités, on peut aller très loin si on veut. Alors, des projets assez osés, évidemment. À droite, c'est cette toiture transparente, c'est à Paris, et puis effectivement au milieu, c'est un projet assez connu en Allemagne. Alors voilà, et le projet est assez intéressant, c'est une surélation, en même temps adjonction, vous voyez cet immeuble haussmannien assez fin et ce projet qui a été construit sur un peu plus de 3 niveaux, qui est assez étonnant à Paris. Voilà, on finit par ces images. Voilà, donc si vous avez besoin de bonnes idées, à droite c'est aussi un projet intéressant, je suis passé à Mulhouse l'autre jour, c'est à la fonderie, donc ce projet aussi, souvent la surélation peut accompagner aussi une mutation complète d'un bâtiment. Voilà, le projet à droite, c'est pas loin de chez nous. Voilà, et là on va passer à Strasbourg. Voilà, il y a aussi l'histoire du village sur le toit, souvent dans certaines expressions architecturales, créer de la maison, quasiment, on peut presque des jardins et de la maison sur des toits, sur des immeubles d'une époque où ils étaient un peu plus secs, peut aussi apporter quelque chose dans les villes. Alors, Strasbourg, étonnamment, je suis tombé sur une info que je n'avais pas, c'est que la surélation, c'est quelque chose d'assez ancien, ça fait longtemps que ça se fait. Et la maison Cabercel, construite en 1466, a été surélevée en 1589. Donc, je suis strasbourgeois, j'ai découvert ça. Donc voilà, c'est un thème qui était déjà à l'époque. Et puis toute la Neustadt aussi, tout le 19e, beaucoup d'immeubles ont subi des surélévations de façon plus contemporaine. Donc voilà, des projets à Strasbourg. Alors celui-là, il est assez étonnant, je l'ai découvert, je ne le connaissais pas. Donc rue du Général Castelnau, vous voyez à droite l'image, l'étage donc en pierre avant la toiture, plus la toiture sont totalement neuves. Donc là, on est typiquement dans du mimétisme ou du pastiche de l'existant. Voilà un projet de faubourg aussi assez intéressant. Donc rue Sainte-Héloïse. Voilà un projet un peu plus ancien, rue Finpat, donc à partir d'un bien effectivement assez bas par rapport à ces immeubles voisins, qui a été surélevé avec 2 étages. Celui-là, il date un petit peu aussi, rue du 22 novembre. Donc un immeuble ancien, historique, qui a été surélevé. Ça aussi, alors c'est un autre type de projet, c'est de la partie industrielle, donc c'est nos bureaux à la Plaine des Bouchers, on profite pour les montrer. On a coché plusieurs cases, dont la surélévation, puis le réemploi et d'autres thèmes aussi. Un projet aussi très connu à Strasbourg, les docks, donc aussi pas un site habité. Et ça, c'est aussi un projet qu'on a porté pour un promoteur à Strasbourg, donc c'est aussi la surélévation d'un immeuble tertiaire ancien, d'une certaine époque, qui est maintenant des logements. Donc voilà, pour montrer un peu qu'il y a plein de possibilités. On lève les yeux, souvent on le découvre, on se dit mince, même moi j'en ai découvert. Ça se fait, la surélévation. Parfait, merci beaucoup. Didier Migneri, peut-être, quel est le potentiel de surélévation de Strasbourg? Parce qu'on a vu quelques réalisations, ça fait envie, mais a-t-on encore des possibilités? Alors, écoutez, merci. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de présenter cette démarche. Et je tiens à le dire, parce que c'est donc l'Eurométropole et Suzanne Breuillet a été la première élue à vraiment porter ce sujet, on va dire, pour relire l'existant et avec cette volonté de dire l'existant peut être vraiment le début d'une nouvelle intervention, de création de logements, donc au plus près des besoins. Voilà, donc c'est un peu l'idée de la mission qui nous a été confiée, c'est de dire révélez-nous un peu
ce qu'on appelle le foncier invisible, ce qu'on appelle le foncier aérien, qui existe sur le toit des bâtiments. Alors on va passer à la slide d'après. Bon, rapidement, UpFactor, c'est une entreprise qui a développé un logiciel qui permet de détecter les potentiels en faisant une modélisation des hauteurs de bâtiments et des règles d'urbanisme. Et ainsi, on fait le delta entre ce qui pourrait être autorisé et ce qui existe déjà. Et on détecte ainsi, bâtiment par bâtiment, adresse par adresse, les restes à construire en application des règles d'urbanisme. 4 règles sont automatiques, la règle de hauteur, la règle de gabarit, la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives et de distance entre les bâtiments. Voilà, ce qui nous a permis, sur la slide d'après, voilà, d'identifier très rapidement partout où il reste des mètres carrés à construire. L'enjeu a été de montrer ce que généraient les règles d'urbanisme. Si on passe sur la slide d'après, voilà, certes, à grande échelle, en rentrant une liste d'adresses, comment tous ces mètres carrés peuvent être identifiés et comment on peut derrière les mettre en application et à quoi ils pourraient servir. Voilà, rapidement, on est une société qui est financée par la Banque des Territoires. Ça aussi, c'est important. Donc, c'est une initiative qui est portée par la collectivité pour mieux utiliser les règlements d'urbanisme et surtout mieux flécher tous les investissements qui sont portés par les collectivités. J'aime bien dire, en fait, la surélévation, c'est l'outil pour valoriser les investissements de tous, les transports en commun, les services publics, et ainsi de suite. C'est-à-dire comment on les exploite au mieux. Voilà. Donc, le marché qui a été passé, c'est de travailler sur cette révélation de ces potentiels. Voilà, si on peut passer à la slide d'après. Donc, c'était un marché d'innovation sur l'ensemble du territoire qui nous a permis, de prendre connaissance des règles d'urbanisme, analyser les règles du PLU, collecter toutes les données disponibles. Vous allez voir, une base de données assez complète sur quelles sont les étiquettes énergétiques, quelle est la propriété. C'est du tertiaire, c'est du logement social, du logement privé, en copropriété, en monopropriété. Voilà. Et identifier ainsi tous les immeubles qui pourraient l'être, pour être surélevés. Suzanne en a parlé, les objectifs également. L'enjeu, c'est créer du logement pour tous. Des engagements très forts à l'horizon 2035, mais surtout, la ligne du bas, c'est contribuer à la rénovation globale de l'existant. Comment on atteint les objectifs, on va dire, ambitieux, bien sûr, de rénovation sur ce parc existant et comment surtout on va apporter peut-être un outil de financement complémentaire. Je passe à la slide d'après, pardon. On va aller un peu vite. Bon, en gros, c'est de la cartographie. On va identifier les bâtiments. Donc, je vais peut-être prendre la zapette s'il faut, s'il y en a une. Non, elle ne marche pas. Bon, alors je me lève. Ça ira plus vite. Merci, je suis désolé. Voilà, l'idée a été de dire, en fait, on regarde tous les bâtiments et on filtre ces bâtiments au regard des critères qui pourraient être portés et nécessaires. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les bâtiments, par exemple, toutes les emprises bâties qui sont inférieures à 50 mètres carrés, inférieures à 6 mètres de haut et surtout qui n'auraient potentiellement pas de capacité portante. Donc, on a enlevé, vous voyez, plus de la moitié en fait, des emprises bâties et on a gardé tous ceux qui aurait un vrai intérêt. Hop, est-ce que ça marche? Non. Là. Derrière, l'enjeu a été d'identifier donc les règles d'urbanisme, et de montrer, on va y arriver, non, pas vrai, là, de montrer ça. Ça a été la surprise, je pense, numéro 1. C'est en identifiant la règle d'urbanisme sur l'existant, en fait, on découvre que dans plein d'endroits, il y a plein d'opportunités non exploitées, non valorisées, alors qui sont à valoriser ou pas, mais en tous les cas, c'est un outil pour la collectivité pour dire, tiens, peut-être que cet actif, tiens, ce supermarché au pied du tramway, peut-être qu'on pourrait le relire au regard d'une meilleure utilisation foncière et ainsi proposer une opportunité de créer à la fois du logement en mixité d'usage sur une activité commerciale, mais derrière peut-être créer du logement, et notamment du logement abordable ou du logement social, en plus de logement privé. Alors, si je continue, à la suite de ça... non, j'ai pas de chance. Si. On a trouvé donc ainsi un peu plus de 10% des immeubles analysés qui sont surélevables, ce qui est considérable. Vous voyez, c'est 150 000 bâtiments analysés et on se retrouve avec un potentiel d'environ 16 500 immeubles. Voilà, 16 500 bâtiments, soit 10% du parc bâti analysé. Principalement de l'immeuble d'habitation,
des immeubles de logements sociaux. Donc ça, une vraie opportunité aussi de créer du logement complémentaire sur le parc des logements sociaux. Alors là où il y en a déjà, mais aussi dans des communes qui pourraient être en carence de logement social. Donc ça, c'est très intéressant. 1000 bâtiments publics monofonctionnels qui pourraient recevoir une surélévation et ainsi peut-être permettre une utilisation plus large avec peut-être de nouveaux programmes. Également des bâtiments commerciaux monofonctionnels, là encore, et qui ne sont pas au maximum du gabarit du PLU. Vous allez me dire, bah oui, normal, on a besoin d'un magasin, on fait un magasin rez-de-chaussée, même si on peut monter à 6 mètres ou à 9 mètres, ben, on le fait en fonction d'un usage très précis. On a également vu sur le parc industriel, mais naturellement, ça a été vite écarté, puisque là, on va dire qu'on ne va pas commencer à travailler sur ces éléments-là. Bon, les limites quand même, point important. Cette étude très froide, gabaritaire, analytique de la règle au regard de l'existant, elle a des limites. Elle est une application stricte du PLU, et là on le sait, le droit ne vaut pas autorisation. Donc bon, l'idée c'est de l'anticiper bien sûr en amont avec les élus, mais malgré tout, l'enjeu c'est d'aller porter ce message et en tout cas de montrer et d'être le plus convaincant possible. On ne connaît pas, et c'est un point très important à Strasbourg, c'est l'habitation des combles. La forme des toits est très caractéristique et du coup, on ne peut pas connaître si le comble est habité ou pas. Donc ça, c'est une vraie limite à notre étude. Et donc, on a considéré les hauteurs de faîtage en disant il y a des potentiels de surélévation qui sont dans la hauteur de la façade et du faîtage. Donc là, possiblement, on a un risque. Par contre, tout ce qui est au-delà du faîtage, là, il y a un vrai intérêt à pouvoir peut-être l'exploiter. Voilà, donc on a limité ça. On a aussi travaillé de manière très caractéristique sur l'identification des étiquettes énergétiques. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire le lien entre les potentiels de surélévation en vert et les flammes rouges que vous voyez, qui sont tous les bâtiments qui sont identifiés comme passoires énergétiques. E, F et G. On a une base de données qui s'appelle Gorenov, qui est pilotée par le CSTB. Alors, qui est ce qu'elle vaut, c'est-à-dire c'est le recensement de tous les DPE qui ont été faits des différents bâtiments. On récupère cette information. C'est une information partielle, mais n'empêche, ça permet quand même de cibler tous les bâtiments qui pourraient être traités en priorité. Voilà. Et donc ça, c'est une information qui a été vraiment très intéressante à analyser. Pardon. Derrière, on a fait une analyse systématique, selon toutes les verticales. Le logement en copropriété, en identifiant les immeubles, vous voyez, un peu plus de 1200 immeubles en brut, mais si on les filtre avec une surface minimum, une hauteur acceptable dans un gabarit, enfin dans un territoire, c'est-à-dire qu'on lutte contre l'effet chandelle, c'est-à-dire qu'on identifie toutes les hauteurs de bâtiments, on a une hauteur moyenne, imaginons 15 mètres. Si on a un potentiel qui monte à 22 mètres, bon, celui-là on l'écarte. Par contre, si on est à 18 mètres, on le conserve parce qu'on est dans une hauteur acceptable par rapport aux voisins. Donc on a appliqué tout un tas de filtres et ça nous a permis ainsi d'identifier des projets prioritaires sur de la copropriété pour créer des logements, financer de la réno puisqu'on a intégré les étiquettes énergétiques, donc les critères EFG. On a ensuite regardé le logement social de la même façon pour, produire du logement, en même temps que des projets de rénovation globale. C'est-à-dire que si on rénove des bâtiments de logements sociaux, regardons en priorité ceux qui pourraient être aussi surélevés. Voilà, c'est une vraie logique à mettre en œuvre. Regardez également des bâtiments qui pourraient être dans des zones où il manque du logement social et comment on pourrait accompagner des élus dans une démarche de créer quelques logements complémentaires pour résoudre une partie de cette problématique. Ensuite, on a fait un gros travail sur le parc public. Et là, on a découvert en fait, qu'il y avait un certain nombre de bâtiments monofonctionnels qui occupaient une surface foncière très, très, très importante. Et donc, l'idée, c'est de dire, tiens, sur les administrations, est-ce qu'on n'a pas moyen d'aller valoriser des mètres carrés pour créer, alors nous, on aime bien dire du logement, en mixité d'usage, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Sur la slide d'après, on regarde également les équipements scolaires. On a découvert, par exemple, qu'il y avait des cantines scolaires qui étaient occupées donc, très peu de temps dans la semaine, qui occupaient des terrains complets. Ou encore des gymnases, des équipements sportifs qui ont on va dire un parking qui est utilisé de manière très épisodique et qui pourtant pourrait être valorisé autrement avec un usage complémentaire. Idem pour les bâtiments commerciaux, idem pour les bureaux et services, où là encore, on est sur du monofonctionnel. Et donc, on a vraiment fait une analyse très froide de tout ça.
de manière à aboutir à un gisement raffiné. C'est-à-dire on est parti de 16 500 bâtiments au départ sur l'application des règles et on a trouvé 3 316 immeubles vérifiés où on a limité les potentiels à 2 étages, c'est-à-dire un potentiel raisonnable, acceptable, qui permettrait quand même d'aller jusqu'à créer un certain nombre de logements très importants. Alors ce sont des estimations bien évidemment, mais si on reporte ça aux années d'objectifs, ça fait un gros gap qui pourrait vraiment permettre de limiter l'extension urbaine et revaloriser dans le diffus, donc dans tous les biens que vous gérez vous au quotidien, comment on pourrait finalement aller chercher ces créations de logements. Point sur le patrimoine, on n'en a pas encore parlé, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une ville comme Strasbourg, on a un secteur protégé qui est régi donc, par l'architecte des bâtiments de France avec des règles spécifiques. Là, il y a un travail très intéressant qui est mené en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France, c'est de confronter les règles patrimoniales, donc c'est les zones rouges, c'est tous les 500 mètres autour des monuments historiques, plus les zones orange et bleues, c'est ce qu'on appelle donc la VAP. Et là, on se rend compte que avec un filtrage proposé, c'est-à-dire on est dans les périmètres des 500 mètres des transports en commun, on limite à 2 niveaux maximum. On travaille uniquement sur les potentiels au-delà des toitures, c'est-à-dire en extrayant les problématiques de combles. Mais en travaillant sur une destination mixte et résidentielle uniquement, on se retrouve à travailler quand même sur des bâtiments, enfin un certain nombre de bâtiments qui sont très importants, et où l'architecte des bâtiments de France est prêt à regarder avec nous au cas par cas, en travaillant avec un filtre, vous voyez, une grille de 3 éléments. C'est autorisable, oui, pourquoi pas, selon certaines conditions, donc 2 étages maximum, oui, pourquoi pas. Un autre sous réserve de l'écriture architecturale. Alors, on vous a montré des écritures en continuité de l'existant ou au contraire en rupture de l'existant, voilà. Et puis d'autres inadaptées. L'expérience nous montre sur d'autres villes, comme on a travaillé sur l'Eurométropole, enfin sur la métropole de Nice, par exemple, où l'architecte des bâtiments de France a supprimé la moitié des potentiels. Ok, soit, mais il en a autorisé la moitié. Et ça change tout. Et donc l'idée, c'est d'engager en amont ce travail, qui a été, 1, préfiltré avec les élus, 2, avec l'architecte des bâtiments de France, pour derrière donner des gages et des opérations. Donc, à la suite de ça, on a engagé des premiers travaux, notamment avec un syndic de copropriété strasbourgeois, donc Next City, où on a analysé tout son patrimoine à l'issue de ce travail mené avec l'Eurométropole. On peut juste revenir sur la slide d'avant. 103 adresses analysées en pleine gestion, en gestion de copropriété, 20 potentiels détectés. C'est considérable. Sur ces 20, on a fait des présentations aux présidents de conseils syndicaux. 4 se sont manifestés en disant nous, on a des travaux de rénovation énergétique, et on a réussi, sur la slide d'après, à faire voter la première copropriété dans un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les aider à détecter, à valoriser finalement leur droit à construire pour financer une rénovation globale. Ils n'avaient pas envisagé cet outil, mais surtout ils avaient envie ils ont commencé à travailler par élément leur rénovation. Ils se disent mais pourquoi on ne va pas finalement sur une rénovation globale au lieu de faire du par élément en valorisant cette démarche-là. Double intérêt, 1, financer de la rénovation, on va rester merci. Double intérêt, valoriser l'existant, valoriser une ressource pour les copropriétaires, mais également intéressant parce que c'est un moyen de créer du logement à un endroit assez crucial, on est place de Sterlitz, c'est un super endroit, et qui pourrait permettre aussi de répondre à des critères, notamment de création de logements, je dirais abordables. C'est-à-dire qu'on pourrait bien sûr faire du logement libre, mais aussi on pourrait créer du logement avec un mode de détention différent, type BRS. Pourquoi je dis ça? Parce que les logements en bail réel solidaire sont des logements en accession abordable à la propriété, qui rentrent dans le régime de la copropriété, et qui pourraient ainsi permettre de mixer, faire de la mixité d'usage, mixité sociale au sein d'une même copropriété. Donc ça, c'est exactement le sujet qu'on va essayer de porter sur cet immeuble. Pourquoi? Parce qu'on va dépasser les règles, les seuils. Oui, il y a un certain nombre de seuils en fonction de la création des mètres carrés. Et là, l'idée, c'est de dire, pourquoi pas faire un projet exemplaire en ce sens. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant, très pragmatique. Et voilà ce qu'on fait dans d'autres villes, notamment à Paris, où c'est des copropriétés qu'on a accompagnées,
petit immeuble R+2 à gauche, on rajoute 2 étages, on va financer de la rénovation énergétique, c'est-à-dire que le paiement du droit à construire, on a parlé un petit peu de ça, se fait en travaux pour l'immeuble. Et ainsi, on a chiffré un certain nombre de travaux et ainsi, on crée ainsi 5 logements. 5 logements permettent de rénover une grande partie de l'immeuble. Didier, juste une Oui. question sur l'immeuble place d'Austerlitz. Oui. Les réflexions se portent sur une création par la copro ou par une cession du droit de surélévation? Alors d'expérience, la cession, enfin le montage par la copropriété, aujourd'hui, nous, on n'a pas réussi à en faire un seul. Pourquoi ? Parce que le syndicat des copropriétaires n'est pas une personne morale, donc ce n'est pas un professionnel de l'immobilier. Donc on a une vraie complexité de montage d'opération, et même dans les règles de vote, c'est-à-dire que la passerelle, ou en tout cas l'article 25 de la préemption urbaine, ne s'applique pas quand c'est un projet donc porté par les copropriétaires. À l'inverse, je pense qu'il est plus judicieux de faire une cession de droit à construire via un lot transitoire de copropriété. En tous les cas, c'est comme ça qu'on l'observe la plupart du temps. Et ça permet vraiment de simplifier les relations entre, d'un côté, des propriétaires de l'immeuble, copropriétaires, et un opérateur qui vient acheter un droit à construire, financer la surélévation et en contrepartie réaliser des travaux pour l'immeuble. Voilà. Donc des exemples très pragmatiques. Ou voilà, donc un premier exemple, un second derrière intéressant, où là encore on crée à chaque fois du logement, on revalorise aussi l'image de l'immeuble. Dans celui-là, on fait une surélévation et un épaississement, c'est-à-dire que chaque copropriétaire va récupérer 10 mètres carrés complémentaires en épaississant son immeuble. Et dernier exemple, et après je laisserai le micro, c'est une copropriété qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une copropriété en difficulté dans laquelle on va faire de la mixité sociale. Parce que c'est une copropriété, 150 logements, que des bailleurs en grande détresse. Pourquoi ? Parce que étiquette E, donc des factures énergétiques très fortes, donc des problématiques de location, donc la paupérisation au niveau de leurs locataires, et avec du coup un déficit au niveau de la gestion de leur copropriété. Par l'intermédiaire d'un bailleur qui va venir faire à la fois du logement en BRS, et du logement intermédiaire, proposer dans une copropriété une reprise en main de la copro. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire comment finalement, par l'outil de la collectivité, quasiment, j'allais dire, on vient aider une copropriété qui est un peu en perdition. Et tout ça en valorisant donc un droit à construire, juste la dernière slide, où là, on va reconfigurer complètement l'immeuble, on va rajouter 3 étages, on va ajouter un ascenseur, faire du maintien à domicile, faire du logement bas carbone, puisque bien sûr tout bois, rajouter des espaces extérieurs à tous les logements. Là encore, c'est un gros avantage, Daniel pourra en reparler, mais c'est vrai que c'est un gros avantage de la surélévation, c'est on peut apporter des externalités positives comme ça, mais surtout l'enjeu, c'est combiner aide à la rénovation, valorisation immobilière pour financer le maximum de travaux et arrêter la rénovation par bout et aller vers la rénovation globale. Voilà, c'est un peu ça le maître mot. Parfait, merci pour cette intervention. Un mot peut-être, Madame Broglie, concernant la volonté politique de la ville de Strasbourg et également ce que vous allez mettre en place pour accompagner les opérateurs. C'est des choses qui me semblent intéressantes. Alors déjà, on continue, on n'a pas terminé l'étude avec UpFactor puisque on a fait le travail pour les bailleurs sociaux. Donc l'étude a été présentée à tous les bailleurs. Donc vous le savez, on a 29, ou vous le savez pas, il y a 29 000 demandeurs de logements sociaux sur le territoire. C'est une demande qui ne cesse d'augmenter. Et en même temps, on a des besoins de reconstitution puisqu'à chaque fois qu'on fait des démolitions, notamment dans le cadre du programme de renouvellement urbain, derrière, il faut reconstituer les logements démolis. Donc on a notamment le bailleur OFEA qui a besoin de reconstituer un grand nombre de logements. Donc, le foncier, il n'y en a plus beaucoup, donc on est bien obligé de trouver des nouvelles solutions. Et parmi ces solutions, c'est le travail avec UpFactor, notamment pour accompagner les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent repérer en fait, des opérations pour la surélévation. On fait également un travail sur les zones d'activité et bien entendu sur notre propre patrimoine. Et donc là, c'est à la fois des études en interne pour voir comment on peut surélever et aussi avoir de la mixité d'usage, puisqu'on n'exclut pas maintenant d'avoir des écoles avec des logements au-dessus, des gymnases avec d'autres activités au-dessus. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser en fait notre patrimoine bâti pour qu'il soit utilisé au maximum, mais toujours en restant dans aussi ce qui est acceptable
souhaitable par les gens qui y vivent ou les gens qui fréquentent les lieux. Et donc, c'est un long travail, mais qui doit se faire aussi dans la pédagogie pour rassurer les futurs occupants et les occupants qui sont déjà en place. Donc c'est le début et en même temps on a besoin d'aller très vite puisque la demande de logement elle est immédiate. Donc on cherche aussi des solutions et la modification 4 du PLU doit nous permettre de simplifier certaines règles, notamment quand on est avec un immeuble qui n'est pas en conformité avec le PLU. Si maintenant vous engagez des travaux, vous entérinez une non-conformité. Et donc, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver finalement bloqué parce que la surélévation remet en question l'ensemble de l'immeuble. Et donc là, c'est la modification 4 du plan local d'urbanisme qui va nous permettre de résoudre ce problème. Quelqu'un souhaite intervenir? Oui. En complément, je pourrais sentir poindre une question, c'est et quid du stationnement? Non? Ah, je l'attendais quand même. Il y a une réunion publique ce soir. Bon, alors, l'enjeu, effectivement, a été d'identifier comment on pourrait concilier sobriété foncière, création de logements et besoin de stationnement. Compliqué. L'enjeu quand même, à Strasbourg, vous avez une chance, c'est que le réseau de transport en commun est extrêmement bien développé. Et donc on a travaillé en priorité dans tout le corridor des transports en commun, en regardant toutes les zones on va dire des périmètres de 500 mètres autour de chaque transport en commun, où on a la possibilité de pouvoir limiter les besoins en stationnement, voire de déroger de manière totale aux règles de stationnement. Donc l'enjeu a été de dire, dans le cadre d'une surélévation qui permet de créer du logement et de financer de la rénovation énergétique, on a tout intérêt à ne pas imposer d'autres complexités et de valoriser l'externalité positive portée par la surélévation et de ne pas imposer de stationnement complémentaire quand on est dans cette situation-là. L'enjeu, c'est vraiment de le calibrer, de le qualifier et surtout de mesurer l'impact de cette mesure. Et donc, c'est un peu ça le travail qu'il nous reste à mener. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces premiers travaux démonstrateurs, entre guillemets, pour dire, OK, et si on fait ça, ça donne quoi? Est-ce qu'il va y avoir un appel d'air? Je ne veux pas utiliser le mot choc de l'offre, je n'utilise pas. Est-ce qu'il va y avoir un appel d'air ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des besoins? Est-ce qu'il va y avoir... Voilà. Comment on va arriver à traiter ce sujet? En tous les cas, les services de la métropole et en tous les cas de la police du bâtiment sont à l'écoute pour pouvoir trouver la bonne solution. L'enjeu est quand même de dire on va densifier ces zones dans les transports en commun, à proximité des transports en commun, et essayer de proposer, bien sûr, les locaux vélos qui vont bien, l'extension des locaux ordures ménagères, c'est tout le temps le même sujet, et d'exploiter des logements sans place de parking. Voilà. Oui, il y avait encore un dernier petit sujet, une fois qu'on a la volonté que tout est clair au niveau politique. Voilà. Après l'immeuble, il y a quelques règles quand même. Alors j'avais quelques slides juste pour exprimer, mais c'était pas grand-chose sur les règles techniques. Donc une fois qu'on a passé les règles d'urbanisme, il y a des petites problématiques de descente de charge. Emmanuel en a parlé avant, donc c'est vrai que se lancer dans une surélévation, il faut aussi très vite définir dans une faisabilité avec des ingénieurs les possibilités de descente de charge. Ensuite, on a des règles sismiques. Alors, en Alsace, dans l'est de la France, on est en zone modérée, 3. Il y a des zones 4 dans les Alpes. Voilà, donc il y a une règle, il faut se souvenir, c'est 30%. Là, en zone sismique, il ne faut pas dépasser de 30%, créer plus de 30% de la surface existante de l'immeuble. C'est une règle que les règles sismiques ont imposé, un seuil qu'il ne faut pas dépasser, sinon il faut commencer à rentrer dans des justifications beaucoup plus complexes. Alors effectivement, si c'est un immeuble, une époque où on a encore les plans de ferraillage, où on sait des fondations jusqu'au toit comment ça fonctionne, c'est plus facile. Si effectivement on a du patrimoine ancien, il y a quelque chose à vérifier. Ensuite, l'accès au chantier, souvent dans des zones denses, quand on se lance dans un projet, il faut toujours assez vite réfléchir comment on le fait, le chantier. Le site occupé aussi, construire au-dessus, à la place d'un toit, il y a des gens qui habitent en dessous, donc il faut aussi tout de suite aussi intégrer cette donnée-là, aussi connecter les centres d'assainissement, la distribution, revoir les colonnes à travers l'immeuble, la circulation verticale. Aujourd'hui, c'est un escalier qui s'arrête, est-ce qu'on le continue? Un ascenseur, comment on fait? C'est pas refaire une nouvelle gaine, etc. Donc il y a des thèmes assez techniques à
intégrer assez vite aussi, parce que ça peut changer aussi le coût du projet, hein, ça veut dire, voilà. Et on peut passer à la petite slide suivante. C'est la dernière. Voilà, ces deux petits exemples que j'ai trouvé assez intéressants. Un projet à Paris, donc sur un immeuble bar. Alors c'est du logement social, c'est pas une copro. Voilà, un principe aussi de surélever, tout simplement en utilisant des produits modulables, donc en bois. Donc c'est la préfabrication, puis on vient assez rapidement rajouter ces modules sur l'ensemble de cette barre. Et l'image suivante, c'est aussi un exemple assez intéressant. Quand effectivement on n'arrive pas à s'appuyer sur le bâtiment, pourquoi pas s'appuyer autour, enfin s'appuyer sur le sol, mais autour du bâtiment existant. Et ça permet aussi de créer, par exemple, sur ce projet-là, des balcons. Voilà, je trouve ça intéressant aussi, ce travail qui est un peu plus englobant que juste poser une boîte sur le toit, mais qui peut résoudre aussi, dans des immeubles un peu plus diffus, des problématiques. Voilà. Une question justement par rapport à la faisabilité économique du projet, parce qu'après tout, ça reste un peu le nerf de la guerre. Étant donné que nous avons une inflation quand même des coûts de construction, des difficultés techniques qui sont importantes, comment fait-on pour rendre le projet économiquement viable ? Alors, ça c'est assez intéressant, c'est que je pense aussi que c'est des projets dans lesquels on valorise à la fois un savoir-faire, et on valorise aussi des besoins. C'est-à-dire qu'en gros, on a des copropriétaires qui ont un foncier aérien qui est monnayé quelque part contre la réponse à des travaux. Donc on n'est pas sur un où on va faire de la plus-value foncière, entre guillemets. On n'est pas là pour ça. L'idée, c'est de venir compenser à une plus-value le coût de construction par rapport à un immeuble traditionnel, quelque part en limitant quasiment la valeur du foncier. Donc c'est aussi une volonté de dire travailler sur l'existant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des contraintes complémentaires. Il ne faut pas faire espérer aux copropriétaires qu'ils vont s'enrichir en faisant ça. Mais non, au contraire, si on est déjà capable de créer, on va dire, un outil de financement de travaux, c'est déjà assez exceptionnel. Voilà. Donc le coût économique après, c'est vraiment l'utilisation. Par exemple, sur les projets en copropriété, on voit bien qu'il y a des seuils. C'est-à-dire que faire 100 mètres carrés, ça a peu de valeur ajoutée. Par contre, si on commence à dire qu'à Strasbourg, notamment, on travaille sur une échelle où on est entre 500 et 800 mètres carrés, on arrive sur un équilibre économique un peu plus intéressant à travailler. Travailler aussi avec des opérations mixtes, c'est-à-dire habitat privé, habitat accompagné, je veux dire aider avec le BRS, c'est aussi un moyen de valoriser des aides complémentaires. Voilà. Et il ne faut pas oublier que tous ces projets sont cumulables avec les aides MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que finalement, le droit à construire, il est constitué de la valorisation immobilière, mais aussi de toutes les aides à la rénovation qui pourraient être demandées par les copropriétaires. Encore faut-il qu'ils atteignent les 35% de gains. Donc le gain de 2 étiquettes et ainsi de suite. Donc l'enjeu de la rénovation globale est essentiel. La surélévation peut être un outil pour qu'ils aillent, pour en tout cas que vos clients copropriétaires aillent vers la rénovation globale. Et c'est vraiment le souhait que l'on souhaite porter en tous les cas. Voilà. Parfait. Après, si vous voulez le point de vue d'un syndic de copropriété, je dirais qu'il faut impérativement s'emparer du sujet parce que c'est une opportunité fantastique pour justement asseoir son rôle essentiel au sein de la copropriété, hein, tout simplement. Et par ailleurs, ça permet vraiment de participer, on va dire, de décrire en quelque sorte l'histoire de l'immeuble aussi, hein, parce qu'à partir du moment où on effectue des travaux de surélévation, ceux-ci sont là pour des dizaines d'années. Alors c'est peut-être un peu mégalo de penser ça, mais à un moment, on participe aussi à construire la ville. Et puis c'est un formidable outil pour vous de sécurisation de vos mandats. Évidemment. Enfin, je suis désolé, mais vous apportez un service à vos clients. Je trouve que voilà, nous on travaille beaucoup avec les gestionnaires de copropriété. On aime beaucoup on va dire ce métier qui est dur. Hein, voilà, on le porte et c'est souvent par ce biais-là qu'on arrive à convaincre les copropriétaires parce que vous apportez ainsi une opportunité. Voilà, et c'est un conseil complémentaire que vous pouvez apporter à vos clients. Et pour les autres métiers, bien sûr, les transactionnaires, ça fait des mandats de vente. Pour les administrateurs de biens, ça permet d'agrandir le parc en proposant des solutions à leurs bailleurs, hein, d'accroissement de leur patrimoine. Donc je dirais que tous les métiers que nous représentons ici dans l'ancien ont un intérêt effectivement à s'emparer de ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ?
Je pense qu'on va le faire, oui. Merci. Bonjour, Johan Eklen, Citizen Immobilier. Moi, je trouve le principe de la surélévation superbe et j'ai jusqu'à maintenant eu plusieurs demandes, mais j'ai toujours refusé de perdre du temps parce que pour moi, c'était une perte de temps. J'estimais que c'était un combat perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que quand on prend l'exemple d'une opération de marchand de biens où on découpe un immeuble, on le rénove, on améliore l'énergie et ainsi de suite, et qu'on veut créer 2 logements dans les combles, c'est le branle-bas de combat pour les places de stationnement. Quand on dépose un permis de construire, encore aujourd'hui, moi j'ai des permis de construire en cours d'instruction où on nous fait descendre de 2 étages par rapport au droit à construire dont vous parliez tout à l'heure. Je suis assez sceptique. On dit qu'on veut surélever. C'est des choses compliquées sur des bâtiments existants dont on ne connaît pas la solidité, où c'est très difficile de s'assurer en tant que promoteur quand on veut surélever. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'existant, personne ne nous aide, c'est plutôt bâton dans les roues, on descend d'un niveau ou de 2 et on empêche les créations de logements dans les combles. Donc moi, je ne comprends pas trop cette contradiction. Qui veut répondre? Oui, alors non, pas de souci. D'où l'enjeu de cette étude. Face à ce constat, et je trouve là le courage quelque part aussi des équipes de Suzanne Broglie, c'est de dire en fait, ok, comment on s'y prend? Effectivement, par exemple, aménager des combles, notamment à Strasbourg, c'est souvent mal vu par les architectes du bâtiment de France ou la police du bâtiment. Pourquoi? Parce que le comble à Strasbourg est un outil de ventilation de l'habitat, de l'immeuble complet, notamment des parties communes et des... Voilà. Ok. Par contre, supprimer le comble et aménager des logements complémentaires, on peut travailler autrement. Ventilation mécanique, travailler sur d'autres systèmes et ainsi de suite. Donc, c'est autre chose. Donc, l'idée, ça a été de dire comment on accompagne cette transformation et justement, pour essayer de pas forcément en faire une affaire d'opportunisme. Oui. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire du diffus la future manière de construire la ville au lieu d'aller étendre la ville encore plus loin, étendre encore plus loin les transports en commun et ainsi de suite. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça. Que ça soit facile, non. Non. Mais ne pas le faire serait une erreur. Parce qu'aujourd'hui, ne rien faire est une erreur. Donc le sujet qui est le nôtre, c'est de dire comment, à périmètre constant, j'oserais même dire à finance constante, parce que je suis désolé, on n'a pas beaucoup non plus de latitude, comment on peut valoriser ce qui existe déjà. Et finalement, faire 5 logements, c'est peut-être mieux que de ne pas en faire du tout. En fait, c'est ça la question. Donc, j'entends les complexités. L'idée, c'est de les résoudre les unes après les autres. C'est de travailler en amont avec la collectivité pour dire où sont les points de blocage. Et derrière, de trouver des solutions au cas par cas. Au contraire, allez-y. On a des solutions. Voilà. Oui, juste le complément, c'était vraiment ne pas confondre aménagement de comble et surélévation, parce que ce n'est pas la même chose. Et effectivement, il y a des demandes d'aménagement de comble qui sont retoquées parce que ce n'est pas le souhait, notamment dans la partie qui est classée au PSMV, parce que ces combles ont un rôle aussi pour le bâtiment, de même qu'à un moment, il y a eu cette mode d'isoler avec du polystyrène les caves, mais l'impact est grave, puisque derrière, on fragilise la structure du bâtiment et on met en péril aussi ce bâtiment et du coup la sécurité des personnes à l'intérieur et à l'extérieur. Encore le temps pour une question, je pense, oui. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Thomas Moreau, je suis promoteur immobilier, très attaché à la ville résiliente et d'ailleurs j'ai mes bureaux juste au-dessus de ceux que Daniel Gasser a montré tout à l'heure et donc dans la partie surélevée, je m'y sens très bien. J'ai une question en particulier pour Madame Broglie et je vais me permettre de faire juste une petite aparté personnelle pour bien exposer ma pensée. Je suis à titre particulier copropriétaire dans une copro strasbourgeoise, quartier du Conseil de l'Europe, où des gens ont de quoi payer une rénovation thermique. Bâtiment construit avant 1973, le premier choc pétrolier, étiquette E voire F. Je milite depuis plus de 15 ans, je suis moteur pour essayer de rénover thermiquement cette copro. Bon, malgré un temps de retour de 10 à 15 ans estimé, ça ne passe pas, on a du mal. Si on avait la possibilité de surélever d'un étage, ce serait déjà fait. Et on ne le peut pas, au titre du règlement d'urbanisme.
Deuxième aspect, je disais que je suis promoteur immobilier, très attaché à des opérations de ce genre. Je réponds à la question de M. Bernard. On bute, c'est vrai, souvent sur des volumes d'emprise, des volumes globaux de hauteur pour pouvoir porter un projet, pour que des porteurs de projets comme des promoteurs ou des acteurs de l'immobilier puissent s'engager dans des opérations de ce volume-là. Il faut qu'il y ait déjà une certaine hauteur. Question pour vous, Madame Broglie, est-ce que dans des futures évolutions du PLU de notre ville, il pourrait être envisageable, en cas de rénovation thermique, de profiter d'une bonification de hauteur, que ce soit pour des copros existantes ou pour des futurs projets de rénovation, qui permettraient à la fois d'accélérer de la rénovation thermique de copros existantes, mais aussi de donner un peu plus d'effet de levier aux projets dont vous avez parlé brillamment aujourd'hui? Alors, comme on l'expliquait, cette étude nous permet notamment de réinterroger les règles qui sont dans le PLU. Et donc, c'est bien tout ce travail qui est engagé. Aujourd'hui, alors il y a des bâtiments où on voit bien qu'on a des façades nues à côté et finalement qui sont plus esthétiquement ni appréciées par le passant, ni agréables à regarder quand on habite juste en face. Donc là, il y a un vrai travail justement pour reprendre ces immeubles. Et souvent, c'est des immeubles qui sont très bas, qui peuvent gagner... là, on s'est arrêté à 2 étages, mais on peut aller au-delà de 2 étages. Par contre, c'est vrai, enfin voilà, c'est du cas par cas. Et encore une fois, on est aujourd'hui dans la dentelle dans la ville, mais cette étude va nous permettre d'avoir des filtres et d'identifier un premier potentiel où on va pouvoir travailler. Je peux juste permettre un retour d'expérience sur d'autres collectivités, hein, puisqu'on travaille notamment à Lyon ou encore à Nice et en ce moment à Rennes. À Rennes, ils envisagent un bonus de constructibilité, mais avec 2 conditions. C'est-à-dire, une condition de créer du logement, d'être bien sûr à moins de 500 mètres des transports en commun pour éviter toute création de places de parking, mais surtout d'envisager une rénovation énergétique vertueuse, c'est-à-dire un gain d'au moins 2 étiquettes. Donc, encore une fois, toutes ces conditionnalités, alors elles coûtent aussi au projet. Le seul bémol que moi je mets à ça, c'est qu'on a quand même montré qu'on avait un potentiel déjà considérable. Donc la question se posera dans les arbitrages, c'est-à-dire qu'au vu du potentiel considérable déjà sur le territoire de l'Eurométropole, est-ce qu'on a encore besoin de créer des bonus complémentaires? Oui. Donc c'est des arbitrages qui seront faits plus tard. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, bonjour, Gwenaëlle Aubry, je suis syndic de copropriété et ma question elle s'adresse à Madame Broglie parce qu'on parlait beaucoup de mixité, beaucoup de social. Donc nous, on est syndic dans le parc privé et je veux savoir la position de la ville justement sur ces lots à construire par rapport à destination, le devenir des lots. Est-ce qu'il y aura une obligation d'avoir de la mixité sociale ou est-ce que les copropriétaires seront quand même libres de la destination de ces lots? Alors, je n'ai pas de super pouvoir et donc non, je ne peux pas vous imposer de faire du logement social. Après, si maintenant on met en place des foncières qui vont permettre justement d'acquérir une partie du bâtiment, ça va permettre derrière d'avoir du bail réel solidaire. Du bail réel solidaire où on a, mais alors on s'imagine, enfin voilà, c'est toujours la crainte du pauvre qui me fait... Qui est terrible, mais en tout cas, ça peut être une infirmière qui vient emménager dans l'immeuble. Enfin, en fait, ces logements sociaux, c'est plus de 60% des gens qui vivent sur l'Eurométropole qui sont éligibles au logement social. 33% qui sont éligibles au logement très social. Donc, en fait, il ne s'agit pas de stigmatiser le logement social et je pense que la meilleure des mixités, c'est justement quand on arrivera à intégrer du logement social dans tous les immeubles. Mais je ne suis pas là pour empêcher ceux qui ne veulent pas qui n'ont pas envie d'avoir du social d'investir en tout cas et de faire de la surélévation. Aujourd'hui, moi, ce qui compte, c'est d'avoir un parcours résidentiel possible sur le territoire, d'avoir plus de logements disponibles sur le territoire, et ça, c'est ma priorité. Je pense que ce sera le mot de... Oui. Donc moi, ce n'est pas du tout de stigmatiser le logement social. On est gestionnaire au quotidien d'immeubles en mixité. Simplement, dans la gestion courante et selon les quartiers, il y a des réelles problématiques qui doivent se gérer au quotidien.
Alors, en fait, juste pour compléter, donc il y a des seuils, vous savez, en fonction du nombre de mètres carrés créés dans un projet, on doit créer plus ou moins donc, de logement social. Donc, en fonction des différents secteurs, il va y avoir un seuil à 500, 600, 700, 800 mètres carrés qui vont être appliqués, dans lequel il n'y a pas d'obligation de création de logement social. Par contre, si on dépasse un certain seuil, naturellement, il faudra respecter la règle de création de 25-30% de logement social. Voilà. Pardon ? Tout dépend exactement du quartier où se situe et du nombre de logements qui seront créés. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'aujourd'hui, le logement dit social, et Suzanne Broglie l'a dit, 70% de la population française est éligible au logement social. Et en fait, dans le logement social, il y a plein de logements, typologie de logements. Et on voit, nous, dans les opérations qu'on mène, on arrive à intégrer notamment du logement en bail réel solidaire. J'en ai parlé déjà. C'est très intéressant. En fait, c'est un lot de copro dont simplement la propriété est divisée entre le foncier et l'usage. Et c'est là-dessus qu'on va arriver, je pense, à mobiliser certaines copropriétés qui, par la contrepartie d'un financement de travaux, accepteront ainsi un mode de financement, un mode d'usage un peu différent. Voilà. Et nous allons conclure cette table ronde. Je tiens à remercier tous les intervenants. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On aurait pu la prolonger encore toute la soirée, tellement le sujet est vaste. Spécialement un merci à Emmanuel Young pour son implication dans ce tour de table. Voilà. Reste... Oui, vous pouvez applaudir. Donc pour conclure, nous espérons que ces tables rondes vous ont intéressé. On vous remercie bien entendu de votre présence. On remercie encore une fois les différents intervenants de la première table ronde, de la deuxième table ronde, ainsi que tous les partenaires qui exposent dans l'espace. Voilà, nous vous invitons maintenant à rejoindre les espaces extérieurs, dont l'espace job dating et l'espace partenaire. Et je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire, c'est à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.